Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission des essentiels de la veille du Lab de la Sécurité sociale. Au cours de cette séance, nous évoquerons les points saillants, les éléments clés de quelques dossiers de veille du Lab de la Sécurité sociale. Alors il s'agit ce soir d'une séance test, donc effectivement nous expérimentons ce format et nous comptons sur vous pour nous envoyer vos retours et vos avis dans le questionnaire de satisfaction que nous vous enverrons en fin d'émission. Nous allons démarrer, donc la séance sera introduite par Sébastien Barré, directeur délégué de l'UCANS, et nous aurons ensuite une présentation des essentiels par Malika Ziane, directrice des systèmes d'information de l'UCANS, et également par Virginie Mallard-Desgouttes, directrice de l'innovation et de la prospective à l'UCANS. Donc je passe la parole immédiatement à Sébastien pour introduire cette séance. Merci Thérèse, donc bonjour à tous. Alors en quelques mots, dans quel cadre on se situe? Bon, déjà on est dans le cadre du Lab Sécurité Sociale. Donc le Lab Sécurité Sociale a une offre de service que vous commencez sans doute à connaître, et dans cette offre de service, il y a la veille. Alors l'offre de service complète et les éléments 2023 de planning figurent devant vous. Donc dans l'offre de service, il y a peut-être ce que vous connaissez le mieux, l'appel à idées annuel où on appelle des organismes à venir contribuer autour d'une thématique et à prototyper des solutions par rapport à la thématique qu'on travaille. Donc cette année, c'est sur attirer, recruter, fidéliser. Les ateliers du numérique quand même qui sont maintenant assez connus, des événements réguliers autour des tendances et des innovations dans le numérique. Les rendez-vous de l'innovation en partenariat avec Espace Social Européen, donc des webinaires réguliers sur des thématiques diverses où on fait appel aux organismes locaux, parfois des illustrations externes. Des événements interlabs de temps en temps, des conférences sur des sujets transverses aussi. On veut participer à l'éclairage de certaines thématiques. Pour être clair, cette année, on envisage de faire une conférence sur les nouveaux rapports au travail, le désengagement, l'implication de façon différente peut-être au travail désormais des salariés. Et puis, et j'y viens, la veille. Donc pourquoi faire de la veille? L'idée, c'est que le Lab Sécurité Sociale regarde les innovations, les tendances, les pratiques externes des benchmarks et rassemble cette matière dans des dossiers de veille qui sont à disposition sous le site. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une entité, une instance qui ramasse un peu ce qui se passe à l'extérieur et les tendances de demain qui viendront nourrir nos feuilles de route sûrement à un moment donné et nos pratiques d'organisme un peu en avance de phase et qui le mettent à disposition de tous dans le site internet. Ce sont des dossiers que vous trouvez donc dans le site du Lab. Je crois qu'on doit vous remettre dans la conversation l'adresse du site du Lab Sécu pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a un menu avec des dossiers de veille. Ça se présente de la façon, voilà, c'est des dossiers comme ça, documentaires, qui sont à votre disposition. Et pourquoi aujourd'hui on se voit dans ce format? C'est parce qu'on se dit que peut-être on n'avait pas le temps d'aller dans le site et de lire intégralement ces supports, ces dossiers de veille qui ont été faits par les équipes du Lab. Et donc, le pari d'aujourd'hui, c'est de se dire, si en quelques minutes, en une heure, on arrive à balayer, à vous donner l'essentiel de quelques dossiers, déjà sur ces dossiers-là, vous aurez les éléments clés de connaissance. Ça vous donnera peut-être aussi l'envie d'aller regarder les autres dossiers. En tout cas, voilà, c'est partager cette matière de façon live en une heure pour que, voilà, en une heure de votre temps, vous ayez progressé en connaissance sur 4 ou 5 questions, enfin 4 exactement. Ce qu'on met dans les dossiers de veille, on le bâtit avec les branches. C'est-à-dire les thématiques dont on se saisit, bon, on fait des propositions par rapport à ce qui nous semble être les sujets sur lesquels ça innove à droite à gauche en ce moment, mais on fait ces propositions aux caisses nationales et après ça nous permet de bâtir un programme. Donc là, ce qu'on va vous restituer aujourd'hui, c'est des dossiers de veille qui sont déjà dans le site. On en a sélectionné 4. Le premier, on va commencer par ça, les fondamentaux de l'innovation. Le deuxième, ça sera sur les compétences numériques. Le troisième sur les approches low-code, no-code. Et le quatrième sur la transition écologique. Donc on a pris des dossiers un peu variés. Et puis en fin d'émission, je vous dirai ce qui est au programme 2023 comme nouveau dossier de veille qu'on mettra à minima dans le site et que peut-être on vous resynthétisera sous une émission de cette forme-là si vous avez trouvé votre compte dans ce format au vu de l'enquête de satisfaction qu'on fera tourner. Voilà.
Donc voilà, nous avons 4 séquences prévues au menu d'aujourd'hui. Et alors, à la fin de chaque séquence, nous allons vous inviter à rebondir en fait dans le fil de discussion de l'émission, à nous partager en réalité vos retours, vos expériences, en fait toute réaction qui nous permettrait d'enrichir cette présentation et qui serait utile aux autres participants. Et donc, on se fera le relais voilà, à la fin de chaque séquence. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Virginie pour rentrer dans le vif du sujet du tout premier dossier, les fondamentaux de l'innovation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme le disait Sébastien et puis Thérèse, dans ce premier événement, on le propose en mode expérimental et en fonction de vos retours, on décidera d'en faire ou pas un rendez-vous régulier et on pourra également aussi ajuster le format, bien sûr en fonction de vos observations. Donc pensez à bien compléter le questionnaire, c'est important pour justement enrichir cet événement et peut-être le voir mettre en place de manière pérenne. Alors, comme l'a précisé Sébastien également, on a prévu d'explorer avec vous les premiers dossiers de veille mis à disposition sur le site du Lab et vous présenter pour chaque dossier les essentiels sur un format assez court. L'ambition, c'est vraiment de vous donner l'envie d'aller découvrir ensuite l'intégralité des dossiers sur le site. Donc on l'a dit, mais on parle aujourd'hui donc des innovations en matière de transition écologique, les compétences numériques, le low-code et le no-code. Cela étant dit, vous ne pouvez pas envisager de vous présenter une veille en matière d'innovation sans préciser pourquoi il est important d'innover et en quoi l'innovation, finalement, elle est au service de la stratégie d'une entreprise. Alors, l'innovation, elle répond à un besoin essentiel d'adaptabilité dans un monde qui est actuellement en transformation permanente. Et donc, il faut évidemment s'adapter pour apporter des réponses à des enjeux de l'ère du temps qui sont à la fois des enjeux en lien avec la relation à l'emploi, des enjeux en lien avec les normes sociétales, des enjeux environnementaux. Et l'objectif des organisations innovantes, c'est vraiment d'être capable de répondre aux attentes des sociétés évolutives, mais également de les anticiper. Et c'est d'ailleurs aussi un élément important de la notoriété employeur et une source non négligeable également d'attractivité sur le marché de l'emploi. Et donc, quand on parle d'innovation, Virginie, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on peut parler de l'innovation à plusieurs niveaux? Alors oui, rapidement aussi, pour redéfinir ce qu'est l'innovation. On a Gary Pisano, qui est un professeur à Harvard, qui a bien théorisé l'innovation. Et pour lui, il y a 4 niveaux d'innovation. On a l'innovation de routine, ou plus communément appelée l'innovation incrémentale. On a l'innovation disruptive, l'innovation radicale et l'innovation architecturale. On peut dire que l'innovation, elle est intéressante en tous les cas quand elle améliore la performance globale ou lorsqu'elle apporte une plus-value, qu'elle soit quantitative, par exemple des gains de productivité, ou qualitative sur les conditions de travail, sur la marque employeur, par exemple, ou encore dans l'offre de service à l'usager. Donc vraiment, l'idée sous-jacente, c'est que l'innovation, c'est bien celle du progrès. C'est un impératif d'ailleurs commun à toutes les organisations aujourd'hui désireuses de s'améliorer. On constate d'ailleurs un fort développement de l'innovation participative dans les organisations, à l'initiative des bénéficiaires et des utilisateurs en interne comme en externe. Et cette idée de penser les utilisateurs finaux finalement comme objectif unique de l'innovation, centrée sur l'humain, ça permet d'impliquer les collaborateurs dans le processus décisionnel et donc de répondre en partie à un besoin de leur part et également de les rendre aussi acteurs du changement et diminuer aussi les risques que l'innovation finalement elle ne solutionne pas la problématique visée. C'est un peu en lien avec l'idée de maîtriser les risques. Donc l'innovation, c'est une notion centrale, internationale, qui est applicable à tous les secteurs, que ce soit managérial, technologique, organisationnel, social. Et on parle d'innovation spirit, mais encore faut-il insuffler cette culture de l'innovation dans l'organisation, ce qui amène à interroger également le rôle de la direction et des fonctions RH dans cette dynamique. Alors, comme on le voit en tout cas dans l'étude de l'OAT qui est projetée, l'Europe est paradoxalement en retard sur les questions de culture d'entreprise propice à l'innovation, avec finalement un degré d'acculturation des cadres qui est encore assez faible.
Alors c'est sûr que innover n'est pas chose facile, ça demande une certaine exigence, de la méthode. C'est loin d'être un processus qui va de soi et on le dit, hein, innover c'est créer du nouveau, c'est faire le pas de côté, un pas vers l'incertain, c'est donc risqué et d'autant plus que le temps, enfin il y a du temps et des moyens qui y sont consacrés. Donc, pour ce faire et justement pour éviter le risque, on maîtrise, la maîtrise des risques enfin, est un indispensable pour toute organisation qui est à minima rationnelle. Donc, il faut dédramatiser les risques hein, à innover en présentant le droit et les bienfaits de l'erreur, de l'échec. Et d'ailleurs, on a une référence, enfin, on a en référence une citation d'Einstein qui dit une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Alors, c'est vrai que l'échec elle sert de tremplin finalement en innovation à la réussite et les risques à innover ne doivent pas être des freins au développement. Le risque, c'est vraiment inhérent à un processus d'innovation. Donc, l'essentiel, c'est considérer et de le maîtriser. Justement, Oui. on parle de risque, innover c'est risqué, mais alors est-ce qu'il faut, enfin, comment on peut le maîtriser ce risque pour pouvoir vraiment entrer dans l'innovation? Ce qu'on constate dans les organisations, dans les organismes aussi, c'est qu'il y a des phases de test qui sont mises en place parce qu'elles sont vraiment essentielles et des phases d'expérimentation aussi, des solutions qui sont imaginées et qui doivent être constantes. Innover, c'est vraiment oser. Donc, dans ce contexte, quelle méthode adopter, quelle méthode idéale. Je peux vous parler par exemple d'une démarche ou en tout cas des démarches de co-construction qui est une des méthodes les moins risquées pour innover. Parce qu'en plus de privilégier la création commune, le travail en équipe, en groupant des compétences complémentaires, c'est finalement innover enfin, avec cette méthode collaborative. Elle consiste à ce que les utilisateurs finaux de l'innovation participent à son élaboration. Et c'est vrai que les acteurs de terrain sont les plus à même de connaître les difficultés rencontrées dans leurs activités et donc ils sont les meilleurs moyens d'y remédier de façon assez efficace. Il y a peu de risques que le produit finalement issu d'une démarche d'innovation participative soit déconnecté de la problématique à solutionner. Et à ce titre, on a des démarches comme le design thinking qui implique les usagers ou le développement en UX design qui est orienté expérience utilisateur qui sert. Ces démarches se démocratisent largement. Donc l'idée générale, c'est vraiment de favoriser la culture de l'innovation au sein de l'entreprise. À ce titre, comme je disais juste avant, la direction, elle doit vraiment se donner les bons moyens d'une culture de l'innovation, construire une vision stratégique et déterminer en co-construction avec les principaux intéressés les problématiques prioritaires. L'objectif étant de travailler sur l'agilité de la structure. Et sur la même logique, la fonction RH se doit de faire en sorte de libérer la créativité et la parole des collaborateurs. Et de l'objectif proposé donne également des assurances aux salariés que leurs idées seront entendues et celles sélectionnées appliquées. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des choses un peu concrètes, des démarches concrètes quand on parle de co-construction, comment ça se traduit concrètement ? Alors, moi, j'ai quelques démarches à vous présenter, effectivement, tant en interne qu'en externe. Un des premiers leviers pour favoriser l'innovation dans une entreprise, ça consiste à permettre aux collaborateurs un temps autosaisi, avec l'idée de laisser les collaborateurs intéressés par une démarche prendre un temps pour libérer finalement de la disponibilité d'esprit pour innover. Exemple génial, il permet à ces ingénieurs de consacrer 20% de leur temps, enfin une journée par semaine, à un projet professionnel de leur choix, autre que ceux de leur activité principale. L'idée, c'est vraiment de développer des startups internes et de favoriser l'entrepreneuriat. On a d'ailleurs ce type de démarche au sein de la CNAV et de son réseau, je crois que ça s'appelle la petite entreprise. Voilà. Pour revenir sur Google, Google Maps ou le premier casque de réalité virtuelle de Google, par exemple, sont nés sur le genre de démarche. Un autre exemple institutionnel intéressant, le projet d'innovation 120 minutes chrono de la CEPAM de l'île Douai. C'est une démarche d'entrepreneuriat sous la forme d'un événement collectif où chaque manager a réuni son équipe pendant un temps court pour identifier, formuler des problématiques et réfléchir à des démarches de résolution innovantes. Enfin, un dernier exemple, un appel à idées externes chez Nature et Découverte. Alors, ils ont mis en place un concours d'idées ouvert à leur écosystème externe. C'est un projet qui a été nommé les Rendez-vous de l'innovation.
de nature et découverte et qui était à destination des startups, des créateurs ou des étudiants qui souhaitaient donner vie à des idées en lien avec les activités ou les produits qui étaient commercialisés par nature et découverte. Donc l'idée, c'est vraiment de participer au développement des projets sélectionnés pour ensuite les commercialiser dans les magasins et le site de l'enseigne. Voilà. Donc, pour résumer finalement ce que je viens de dire, en 4 points importants, 4 éléments clés, c'est effectivement le rôle primordial de la direction dans l'impulsion de la culture d'innovation, la force de l'expérimentation et du collaboratif, la nécessité d'être réactif et également d'être en veille et en prospective sur les sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Eh bien, merci Virginie, merci pour ces premiers essentiels sur les fondamentaux de l'innovation. Alors, je vais vous inviter à poster donc, dans le fil de discussion si vous avez vous-même des contributions ou des retours d'expérience qui pourront peut-être nourrir notre veille interne sur ce sujet de l'innovation, de la co-construction, du droit à l'erreur. Voilà, si vous avez, vous, connaissance d'éléments externes ou si vous avez fait des expériences vous-même en interne de votre organisme, voilà, n'hésitez pas à partager ces éléments avec nous dans le fil de discussion pour qu'on puisse relayer ces éléments à l'ensemble de l'audience. On va peut-être les reprendre en fin de séance. Je vous laisse un peu de temps pour contribuer. Et puis, peut-être sans attendre, on peut passer au second sujet de ce soir, qui est en fait le sujet des compétences numériques, des enjeux autour des compétences numériques. Donc, je passe la parole à Malika. Merci Thérèse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous avons constitué un dossier de veille sur les compétences numériques qui avait pour objet de faire le point sur la tension que l'on rencontre en ce moment sur les profils numériques, mais pas que, sachant que dans ce dossier, on parle essentiellement des profils plutôt techniques qui sont aujourd'hui recherchés par les directions de systèmes d'information. On ne traite pas des profils, des compétences numériques qui sont également recherchées pour des profils métiers dans cette période de forte demande des entreprises. Donc, dans ce dossier de veille, vous allez trouver une série d'articles sur la pénurie, donc qui fait le point sur cette pénurie et qui la caractérise. Une deuxième série d'articles sur le recrutement, qui montre en quoi il est spécifique pour ces profils numériques. Et puis avec un petit focus sur le secteur public également. Et puis une dernière série d'articles sur la fidélisation de ces profils numériques. Alors la pénurie des profils numériques, donc ça c'est le premier thème de ce dossier. Donc à quoi est-elle due? Donc une série de facteurs vont expliquer cette pénurie. Tout d'abord, le premier et le plus important, c'est le déséquilibre qui existe aujourd'hui entre l'offre de profils plutôt qualifiés et même très qualifiés et la demande des entreprises, qu'elles soient du secteur privé ou public, demande qui s'explique par la transformation numérique qui est engagée depuis un certain nombre d'années maintenant par pas mal d'entreprises et qui est antérieure à la crise sanitaire, sachant que cette demande, bien évidemment, s'est accrue, s'est accentuée avec la crise sanitaire et notamment avec l'intensification du télétravail qui s'appuie sur des outils qui sont basés sur des technologies comme le cloud, comme la virtualisation, qui par ailleurs exposent l'entreprise à un certain nombre de risques en matière de sécurité et qui, avec aussi l'explosion de l'intelligence artificielle, demandent des expertises en data. Donc cette demande s'est accentuée et elle est en plus décuplée avec aussi les startups qui elles-mêmes ont explosé depuis 2019. Donc qui exercent quand même une très grande attractivité auprès des profils plutôt jeunes ingénieurs diplômés qui voient dans ces structures un moyen d'évoluer rapidement, d'apprendre toutes les nouvelles technologies du moment et donc de progresser, voire d'avoir aussi des rémunérations supérieures à d'autres environnements. Alors donc cette pénurie s'explique également par le peu de personnes qualifiées, je le disais, et malgré quand même une offre de formation disponible. Et c'est surtout sur les profils ingénieurs que les entreprises recherchent le plus de postes, enfin de candidats, pardon.
et notamment sur des profils ingénieurs système qui sont difficiles à sourcer, les ingénieurs cloud. Beaucoup de postes d'ingénieurs cloud restent non pourvus aujourd'hui. Et puis bien sûr la cybersécurité, que ce soit pour la gouvernance de cette cybersécurité ou bien sur des projets plus techniques, avec également le volet données, donc tout ce qui est data scientist. Et les développeurs restent encore des profils également très recherchés par les entreprises. Donc toutes ces raisons expliquent la pénurie de recruter ce type de profil technique. À cela s'ajoute, une fois qu'on les a recrutés, la difficulté à les retenir et à les fidéliser dans l'entreprise. Donc on le verra dans le dernier volet de ce dossier. Et puis un autre élément, alors qui n'est pas forcément un facteur explicatif de la pénurie, mais qui le caractérise aussi, c'est que ce secteur, alors sans trop de surprise certes, est trop peu féminisé, ce qui s'explique aussi par le faible nombre de jeunes femmes dans les formations d'ingénieurs aujourd'hui. Donc on voit bien que la pénurie de profils, finalement, elle est vraiment spécifique sur ce domaine du numérique. Mais alors quand on parle du recrutement, comment est-ce qu'on peut spécifier le recrutement sur le thème numérique? Alors, ce qui caractérise la spécificité de ce profil, c'est qu'aujourd'hui, il représente un volume important et un volume qui est de plus en plus croissant pour les entreprises. Sachant qu'autrefois, enfin quand je dis autrefois, c'est peut-être avant la crise sanitaire, il s'agissait surtout des entreprises spécialisées dans le numérique comme les ESN, les entreprises de services numériques, ou bien les cabinets de recrutement spécialisés dans les métiers de l'IT, comme on dit, qui recherchaient et qui savaient sourcer, recruter, évaluer ce type de candidats. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées et il faut bien reconnaître qu'elles n'ont pas forcément l'habitude et la connaissance des métiers nouveaux, parce que ce sont beaucoup de métiers nouveaux qui sont aujourd'hui embarqués dans ces profils numériques. Et qu'en plus d'être nouveaux, ces métiers changent souvent du fait des technologies qui évoluent souvent et rapidement. De ce fait, beaucoup d'entreprises n'hésitent pas aujourd'hui à créer des filières digitales pour se spécialiser dans le recrutement, dans ce type de profil, notamment quand elles ont un volume important de recrutement à effectuer, qu'elles n'avaient pas, puisqu'elles ne connaissent pas les métiers. Et c'est pour elles une façon de s'approprier, de mieux connaître les métiers et savoir dialoguer avec ce type de candidats. Donc pour agir vraiment sur ce recrutement de profil numérique, comment est-ce qu'on peut, quelle approche est-ce qu'on peut utiliser alors? Comment est-ce qu'il faut aborder ce recrutement spécifique? Alors ce que l'on trouve dans ce dossier de veille, c'est que finalement les entreprises s'inspirent du parcours client pour dérouler tout le processus recrutement. En fait, elles misent sur l'expérience candidat pour attirer les candidats et de ce fait, elles vont dérouler tous les points de contact qu'elles ont avec le candidat pour identifier là où il y a des accros, des difficultés et pour chercher à améliorer cette expérience candidat et la fluidifier comme on le fait aujourd'hui pour un client, pour bien sûr l'attirer et surtout ensuite le fidéliser. Alors bien sûr, en amont de ce parcours candidat, il y a la marque employeur où le recruteur, enfin l'employeur, va valoriser sa politique de rémunération, les conditions de travail, les aménagements de temps de travail qu'il est à même de proposer pour attirer bien sûr ce type de profil. Alors justement, sur la marque employeur, qu'est-ce qu'on peut en dire? En quoi ça consiste? Quels sont vraiment les éléments sur lesquels on va travailler? Donc si l'on se calque sur le parcours client, soigner sa marque employeur, bien sûr, ça veut dire avoir un discours corporate et surtout authentique, c'est-à-dire que ce discours ne doit pas être décalé par rapport à la réalité, comme le client qui achète un produit ou un service et qui est déçu quand finalement le produit ne correspond pas à ce qui a été vendu en quelque sorte. Soigner la marque employeur, marque recruteur, c'est aussi être vigilant sur les sites où d'anciens candidats ou
ou d'anciens collaborateurs vont poster des avis sur l'entreprise, les modes de travail, l'ambiance de travail, sites de type Glassdoor, sur lesquels d'ailleurs les profils tech sont très friands et sont habitués à consulter, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un usage assez répandu, et donc il faut être très vigilant sur ces avis pour soigner sa marque employeur. Tout comme il faut être vigilant, bien sûr, sur la stratégie de contenu numérique qui offre, bien sûr, de la visibilité et sur lesquels on va communiquer sur les modes de travail. Et surtout, ce qui est important, et surtout sur ce type de profil, c'est la communication sur les projets et les missions qui sont offerts en rejoignant tel ou tel employeur. Certaines entreprises l'ont compris et n'hésitent pas à décrire finement le type de projet sur lequel le candidat va pouvoir travailler et sur quelle technologie surtout il va pouvoir se former ou approfondir, ce qui va valoriser au bout de quelques temps son profil. Très bien, donc là on voit l'aspect marque employeur et plus ou moins l'affichage de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on va aller chercher les candidats en tant que tels? Alors oui, c'est ce qu'on appelle le sourcing des candidats, donc dans le process recrutement. Donc là, toujours pareil, avec le parallèle sur la démarche, la relation client. Donc il est multicanal, ce sourcing des candidats. Donc aujourd'hui, on poste sur des job boards qui sont assez classiques, généralistes. Mais pour les profils techniques, ne pas sous-estimer tous les job boards un peu techniques qui recensent, en fait, qui sont spécialisés pour les métiers du numérique. Après, bien sûr, LinkedIn, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui assez couramment. Mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises, notamment du secteur technique, n'hésitent pas à utiliser LinkedIn en approche directe. Parce que les CV sont en ligne, les compétences maîtrisées sont également en ligne pour les candidats. Donc l'approche directe est aussi assez courante dans le secteur technique. Et puis bien sûr la cooptation qui se pratique beaucoup dans les entreprises de services numériques. Donc voilà pour le multicanal. Et puis, autre aspect du sourcing, c'est le travail sur les offres d'emploi, dont la finalité pour ce type de profil est de parler le même langage que les profils techniques, ce qui veut dire aussi bien connaître leur métier, les projets, les technologies, et puis aussi par rapport à l'employeur, éviter tout le jargon administratif qui peut être véhiculé au travers soit de la convention, soit de l'environnement de l'entreprise, pour ne pas rendre le langage trop obscur et ne pas risquer de perdre ces candidats à ce stade en tout cas. Très bien, donc on en est là au sourcing. Et qu'est-ce qu'il en est du recrutement à proprement parler au moment où la relation entre le candidat et l'entreprise se concrétise? Alors le recrutement, effectivement, une fois qu'on a capté le candidat, il faut surtout s'adapter à ce type de profil qu'il ne faut pas l'oublier, ont en moyenne 4 offres en parallèle. Ce qui veut dire, et ce qu'on retrouve dans ce dossier de veille, c'est que il faut vraiment s'adapter en termes de disponibilité, ne pas multiplier des entretiens sur lesquels le candidat n'apprendrait pas beaucoup plus d'informations. Et puis, ce qui se pratique également, c'est l'évaluation par les pairs qui va permettre au candidat de rencontrer soit une équipe projet, soit un collectif de travail, une équipe d'une structure, ce qui va lui permettre à la fois d'être évalué, puisque les entreprises n'hésitent pas à faire évaluer par les pairs, mais aussi à poser des questions en toute transparence auprès de ce collectif de travail, l'objectif étant de l'attirer encore plus et donc d'expliquer l'intérêt des projets et de rejoindre l'entreprise à des fins de valorisation en termes de compétences et de technologies. Donc l'autre aspect de ce recrutement, donc après le process d'entretien proprement dit, bien sûr, il y a le onboarding qui est aujourd'hui un peu généralisé dans toutes les entreprises. Ce qu'on retrouve dans le dossier de veille est assez classique. Maintenant, le point d'attention, c'est que le parcours d'intégration démarre le premier jour
Et c'est vrai que certains employeurs rappellent que parfois on oublie de dire que le premier jour doit être soigné, ce qui veut dire de préparer un environnement de travail fonctionnel avec un poste de travail, préparer des rendez-vous pour le candidat pour qu'il fasse connaissance avec l'équipe mais aussi avec les sujets, voire déjeuner avec lui. Donc vraiment soigner ce parcours d'intégration dès le premier jour. Et enfin, le dernier aspect de ce processus de recrutement, qui, à l'instar de ce que l'on fait pour les démarches clients en termes d'évaluation de la qualité de service ou bien de l'efficacité, c'est l'évaluation. Donc, ce qui veut dire qu'en amont de ce process, il faut identifier tous les indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de ce process et la qualité de ce process en identifiant le nombre de personnes qui ont candidaté, le nombre de personnes qui ont été reçues, celles qui ont abandonné ou à quel moment, pour permettre à l'entreprise d'améliorer finement son process. Alors tous ces éléments sur le recrutement des profils numériques, finalement, ce sont des choses applicables à toutes les entreprises qui recrutent des compétences numériques. Qu'est-ce qu'il en est quand, comme la sécurité sociale, on œuvre pour une mission de service public? Quelles spécificités, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce service public? Alors effectivement, dans le dossier de veille, il y a une série d'articles sur le secteur public qui est intéressante parce que le secteur public finalement traverse une crise en termes de talent numérique peut-être plus sévère que le secteur privé du fait du manque d'attractivité auprès des ingénieurs, des jeunes ingénieurs, du fait de la désertion des concours et puis d'un processus de recrutement qui est beaucoup trop long. Donc, ce qui fait que le gouvernement a mis en place un plan stratégique qui est piloté par la DINUM, qui s'appelle la Mission Talent, dont l'objectif est de réinternaliser un certain nombre de profils numériques, sachant qu'ils recrutent en moyenne 1000 postes par an, donc c'est important. Alors, bien sûr, ce plan stratégique passe par une intensification des travaux sur la marque employeur, avec notamment l'ouverture de sites dédiés au métier du numérique, ainsi que d'autres sites qui orientent vers ces métiers numériques. Alors, ce qu'il faut retenir de ce plan stratégique, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. C'est tout le travail de focus group, donc là encore calé sur les démarches clients, pour améliorer la clarté, la précision et la simplification des offres d'emploi, de façon à mieux parler avec le candidat. Donc il y a un effort qui a été fait de ce point de vue-là au niveau de cette mission talent. Et puis le deuxième point, c'est autant l'attractivité du secteur public n'est pas toujours évidente auprès de jeunes ingénieurs diplômés, autant quand le service public parle des projets qui sous-tendent sa transformation numérique, autant ça peut être motivant pour un jeune diplômé de savoir qu'il va travailler pour un projet ambitieux avec des objectifs technologiques majeurs pour la cyberdéfense, pour la modernisation de la justice pénale ou pour des projets de data pour lutter contre la fraude. Il y a en fait beaucoup d'atouts à valoriser tous ces projets dans lesquels le jeune diplômé va pouvoir se projeter et explorer un peu les évolutions technologiques qu'il va pouvoir mener grâce à ces projets. Donc là, le faire savoir est une démarche intéressante. Très bien. Alors, on avait, dès le démarrage de cette présentation, parlé aussi de la fidélisation, de la façon dont on retient les talents numériques dans l'entreprise. On va peut-être pouvoir évoquer cette question-là spécifiquement. Oui, tout à fait. Donc là, le maître mot, c'est de répondre aux attentes des candidats qui, il faut le reconnaître, sur ce marché en forte tension, tirent un peu les rênes de ce marché. Donc, on va trouver dans le dossier des choses qui sont, je pense, valables pour d'autres profils, notamment les jeunes générations, comme développer une culture d'entreprise positive en termes de diversité, d'équité et d'inclusion. La flexibilité au travail, alors ça, effectivement, c'est un élément important pour les profils techniques qui étaient déjà habitués au télétravail avant la crise sanitaire et qui sont encore plus exigeants d'après les articles actuellement. Alors, ce qu'il faut retenir sur ce type de profil, c'est que les profils numériques, quand ils intègrent une entreprise, attendent qu'on leur offre un plan d'évolution clair,
pour qu'ils puissent se projeter en termes de compétences d'ici 2 à 3 ans. Donc l'idée, c'est bien définir un peu les évolutions que l'entreprise pourra lui apporter en travaillant sur telle mission ou tel projet. Donc ça, c'est un des points clés. Et l'autre point clé, c'est que les entreprises font le constat qu'elles ont du mal à recruter. Donc elles misent sur la politique de formation et des développements de compétences de leurs propres des salariés qui sont en place pour les fidéliser, en faisant le pari que les salariés qu'elles formeront aux nouvelles technologies, aux nouvelles compétences numériques, ne seront pas à chasser sur le marché. Très bien, alors merci Malika pour cet exposé des points clés donc, du dossier sur les compétences numériques. Je vous invite à partager donc, dans le fil de discussion une fois encore vos expériences, vos remarques, vos rebonds voilà, pour alimenter aussi notre veille. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience si vous en avez, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Voilà, le partage est le maître mot. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer au volet du sujet low code, no code, qui est aussi, vous allez le voir, qui fait bien le lien avec cette question du recrutement des compétences numériques. Oui, donc merci Thérèse. Donc effectivement, low code, no code, donc on va essayer de décrypter ce thème-là qui a été traité au sein du Lab numérique en 2022 pour justement clarifier un peu ces approches qui sont nouvelles et en pleine expansion au sein des entreprises, alors privées et publiques, et y compris au sein de la sécurité sociale. C'est pour cette raison qu'il avait été inscrit au programme. Et pour faire le lien avec la présentation précédente, c'est une approche qui permet en partie de répondre à la pénurie de développeurs que l'on rencontre actuellement sur le marché. Donc, je vous propose de dérouler les points essentiels. Donc, le code, no code, comme son nom l'indique, on a donc deux significations et deux publics différents. Enfin, low code, no code, en fait, le low code s'adresse à un public de développeurs, ce qui veut dire qu'il s'adresse avant tout à des profils qui ont des compétences techniques. Et en fait, cela recouvre des plateformes, des environnements qui vont permettre aux développeurs de réduire la quantité de code en générant automatiquement du code grâce à ces plateformes. Le no-code, quant à lui, s'adresse à des profils métiers qui n'ont pas besoin d'avoir des compétences techniques et qui vont pouvoir également développer des applications. Alors, il faut quand même nuancer un peu, qui vont rester quand même simples, mais qui vont lui permettre de développer des applications grâce à ces outils. Alors, donc on a bien deux environnements, deux publics différents, mais on a une même finalité qui est de concevoir et de réaliser une application qui fonctionne ensuite en production. Alors derrière ces outils et ces utilisateurs différents, on a quand même... On est face à une nouvelle approche en termes de technologie et de développement. C'est une approche qu'on appelle Citizen Development et qui va permettre de donner accès, de démocratiser en fait l'accès à la technologie, à des profils qui n'ont pas de compétences techniques. Et donc, en cela, ça répond à cette actualité qui est d'offrir aux entreprises un certain nombre d'applications qui vont leur permettre d'enrichir en fait à la fois leurs process et leurs services numériques. Donc, on a bien compris le principe de ces deux termes, low code et no code. Si on rentre un peu plus dans les détails, quels sont les avantages à adopter une approche low code ou no code pour l'entreprise ? Alors effectivement, on a beaucoup d'avantages à adopter ce type de plateforme. Donc je l'ai déjà dit, pénurie de développeurs et surtout freiner le ralentissement des projets liés à cette pénurie. Donc ça, c'est important pour les entreprises et pour leur demande en transformation numérique. Le deuxième avantage, c'est que c'est un accélérateur en matière d'innovation et d'agilité, puisque ça permet à des profils qui ne sont pas techniques de développer des applications. Et c'est souvent intégré dans des démarches d'innovation quand on doit sortir rapidement un prototype, par exemple, pour l'expérimenter.
et en mettant accès à des profils métiers sans passer par des développeurs. Donc ça, c'est un accélérateur d'innovation. Ensuite, il faut rappeler aussi que les directions informatiques utilisent ce type de plateforme également dans les démarches agiles, notamment pour le côté réactif, bien sûr, mais aussi pour prototyper, maqueter, puis aider les utilisateurs à se projeter sur les applications qu'ils ont à concevoir et réaliser. Donc ils utilisent également les plateformes no-code, low-code à cette fin de prototypage. Donc l'un des avantages indéniables, c'est bien sûr la réduction des délais et puis l'optimisation des moyens que cela permet en mutualisant entre les clients les demandes d'évolution, de correction, même si faut rappeler quand même que ce ne sont pas des services gratuits, bien sûr. Très bien. Alors donc, évidemment, vous me voyez venir, on a parlé des avantages. Quel est l'autre côté de la balance? Est-ce qu'il y a des freins qu'on peut évoquer pour vraiment avoir un panorama complet? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de limites dans l'utilisation de ces plateformes. Alors le premier, c'est qu'en donnant accès aux métiers, à ces applications, cela accélère ce qu'on appelle le shadow IT, qui est l'usage d'applications informatiques qui n'ont pas été validées ou approuvées par les directions de systèmes d'information, qui ont la responsabilité à la fois de la sécurité, du bon fonctionnement, de l'exploitation des applications du système d'information. Donc il y a ce risque-là et les risques sont nombreux puisque ces plateformes souvent sont hébergées à l'extérieur. Donc il y a une question sur l'hébergement des données qui doit être résolue. Il y a des risques de violation de données, de fuite de données et puis aussi de confidentialité si la plateforme de no-code est mal configurée par l'utilisateur. Donc il y a ces risques-là qui doivent être bien sûr mis sous contrôle. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ces risques, la gouvernance DSI doit être organisée, ce qui n'est pas incompatible avec l'existence de ces plateformes et la couverture des risques et la maîtrise par la DSI de ces environnements pour garantir sécurité et exploitation de ces environnements. On voit bien que le rôle de la DSI, finalement, dans ces approches est très important. En tout cas, il faut qu'il s'empare de cette thématique. Et si on peut faire le lien avec le sujet précédent des compétences numériques, quel impact est-ce que la DSI peut attendre vis-à-vis de ces approches low-code, no-code ? C'est vrai qu'avec des plateformes qui permettent aux métiers de développer sans la contribution de la DSI, on peut s'interroger sur l'avenir des développeurs. Alors effectivement, ça va permettre aux développeurs de réduire leur activité de développement, mais ce que l'on observe finalement dans la réalité, c'est que finalement ça décharge les développeurs de tâches répétitives. Et puis, ça permet aux métiers de développer des applications qui restent quand même relativement simples, que la DSI n'aurait peut-être pas pu développer parce qu'elle est en priorité sur des applications ou des systèmes à plus forte valeur ajoutée métier ou bien plus complexes. Donc, ce qui fait que finalement, ces applications sont une opportunité pour les développeurs de se consacrer sur des projets plus innovants, plus créatifs. Et puis, cela donne de la souplesse aussi aux métiers qui peuvent outiller des supports qu'ils n'auraient pas eu sinon en l'absence de ces plateformes. Et puis, le dernier point en termes de compétences numériques, là, mais pour le coup, pour les profils métiers, il faut savoir que les cabinets de recrutement et les recruteurs aujourd'hui considèrent que c'est une compétence qui est très recherchée dans cette période où la demande des entreprises en besoin, en outillage numérique est importante. Donc avoir une compétence dans ce domaine-là est toujours un plus pour un candidat aujourd'hui sur le marché du travail. D'accord. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer peut-être des applications concrètes, parce qu'on parle d'une technologie qui est peut-être peu maîtrisée par l'audience. Qu'est-ce que ça donne concrètement l'approche low-code, no-code ? Alors effectivement, y compris à la sécurité sociale, comme je le disais, on a investi ces plateformes et on a développé différents types d'applications. Alors majoritairement sur les applicatifs d'émission support,
Donc on voit le forfait mobilité durable, les collectes de demandes CET, mais il y a aussi des exemples d'applications métiers. Par exemple, la branche famille a développé une application qui gère les demandes RSA entre la CAF et le département, donc avec ce type d'outils. Si on va à l'extérieur, donc le groupe BPCE, lui, a choisi d'outiller la relation client interne pour les missions support. Et puis le département des Yvelines, lui aussi, a travaillé sur un applicatif métier qui concerne les travailleurs sociaux et la gestion des rendez-vous des travailleurs sociaux. Donc en fait, le périmètre est large, mais c'est vrai que la tendance est plutôt d'outiller plutôt les missions support avec ce type de plateforme. Très bien, merci Malika pour cette présentation. Et donc on vient d'exposer quelques exemples d'utilisation de ces approches low-code, no-code, voilà, très concrètes. Si vous aussi, vous avez des exemples à nous partager, des retours d'expérience, des rebonds, n'hésitez pas à le faire dans le fil de la discussion. Sans plus attendre, nous allons aborder la 4e séquence de notre émission qui est l'innovation en transition écologique. Et donc, je repasse la parole à Virginie. Merci Thérèse. Oui, alors, il est vrai que depuis un certain temps, la transition environnementale, elle s'impose dans tous les secteurs d'activité. Il y a une vraie prise de conscience internationale autour de ces problématiques et puis aussi un mouvement d'intérêt commun. On le voit avec les différentes alertes du GIEC, c'est un contexte d'urgence qui nécessite de la réactivité et de la rapidité, et ça fait c'est 2 fondamentaux de l'innovation. Juste à titre d'exemple, pour vraiment insister sur le défi de la transition, vous dire que ce n'est qu'à l'occasion finalement du contexte exceptionnel de confinement de 2020 que nous avons atteint à l'échelle planétaire l'objectif des accords de Paris en termes de réduction des émissions de CO2, à savoir moins 7% par an jusqu'en 2050. Donc, face à ces enjeux, la société, elle réagit et elle innove. Dans ce cas-là, le principe général, c'est celui de l'éco-innovation, qui est défini par l'introduction de tout produit nouveau ou sensiblement amélioré, de procédés, de changements au sein de l'organisation et qui réduit l'utilisation des ressources, que ce soit la matière, l'énergie, l'eau, le sol, et diminue également les rejets, les émissions sur l'ensemble de son cycle de vie. Face à ces enjeux, on a aussi les pouvoirs réglementaires qui se mobilisent. Vous le savez, on a de nombreux plans, le plan sobriété énergétique, la loi Pacte, la loi climat et résilience, la COP27, les accords de Paris et beaucoup d'autres encore, même avec une proposition à venir sur la taxe sur la fin de vie des produits. Voilà, donc on a effectivement, beaucoup de plans de loi. On a aussi de nombreuses réactions comportementales, sociales, avec une sensibilité de l'opinion publique sur ces questions, puis une mobilisation forte, notamment des jeunes générations, avec par exemple une réduction de la consommation, de certaines pratiques polluantes, une réorganisation du travail pour limiter les transports, également les dépenses énergétiques. Il y a une lutte contre la précarité énergétique et le mal logement, et aussi une lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a vraiment, également, on constate un essor du recyclage ces derniers temps. Et enfin, on a aussi des réactions technologiques en réponse à ces enjeux, avec des processus de décarbonation qui voient le jour, de l'appareil productif, le fort développement d'énergies renouvelables, une lutte contre toutes les passoires thermiques. Enfin bref, le contexte de la transition environnementale, c'est un terreau qui est propice à l'innovation et au sein duquel tous les secteurs d'activité doivent se réinventer, y compris d'ailleurs la sécurité sociale, même si la sécurité sociale s'est engagée de longue date dans cette transition. Pour autant, on voit que dernièrement, il y a des directives qui renforcent la volonté de réduire l'impact environnemental des activités, notamment sur les bâtiments en matière de sobriété énergétique, et également d'intégrer les enjeux RSE dans les processus d'achat, avec un objectif affiché de satisfaire les ambitions, par exemple, du décret zéro énergie tertiaire, et aussi de s'inscrire dans le programme Impulsion 2021, coporté par l'UCANS, l'État, l'ADEME et d'autres partenaires. La tendance de fond à la sécurité sociale, c'est aussi, elle est aussi à la sensibilisation des collaborateurs avec un fort développement de supports de formation, la fraise du climat, les ateliers automne, nos vies bas carbone, et que sais-je, il y en a beaucoup d'autres. On a
a également des outils qui voient le jour, hein, et qui appuient les directions dans leur stratégie de transition environnementale. Alors là encore, je ne vais pas tous les citer, mais quelques outils marquants. On a l'outil ACV qui analyse le cycle de vie. C'est vraiment l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et multicritères des impacts environnementaux d'un système au cours de son cycle de vie. On a le BGS, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui a été développé par l'ADEME, qui permet de quantifier le bilan carbone d'une activité. L'indice de réparabilité qui peut orienter sur les achats. C'est un outil qui est prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui vise finalement une meilleure information des consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des achats. Et c'est en fait pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et puis, il y a également en cours de préparation un nouvel indicateur climat de mémoire. Enfin, on a quelques marques d'engagement qui sont phares en termes de transition. On retrouve le label Bicorp qui certifie l'engagement concret des sociétés à but lucratif. On a les certifications aussi qui sont délivrées par l'AFNOR. On a l'agrément ESUS, qui est entreprise solidaire d'utilité sociale, label public. Et puis, une multitude vraiment de certifications de labels dans le secteur de l'immobilier qui représente quand même en France 44% de la consommation d'énergie et près de 25% des émissions de CO2. Hein. Alors, entre autres, le label Passive House, l'habitat responsable à faible consommation énergétique, le label BBC, HPE, HQE, bon, et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer. Donc nous avons passé en revue un large panorama d'outils qui utilisent des critères voilà, très concrets pour mesurer les impacts et la contribution à cette question de la transition environnementale. Comment est-ce qu'on peut, qui est-ce qu'on peut suivre, écouter pour s'inspirer, pour avoir aussi des discours qui puissent nous porter dans le sens de la transition environnementale ? Alors oui, c'est vrai qu'on constate l'émergence de personnalités assez inspirantes et de médias d'ailleurs alternatifs sur ces questions environnementales et énergétiques. Alors, j'ai 3 exemples en tête. Donc on a Camille Etienne, c'est une étudiante à Sciences Po à la Sorbonne qui est activiste. C'est vraiment une personnalité, en tout cas une des personnalités françaises les plus influentes depuis 2020 sur ce sujet. Et elle est d'ailleurs réalisatrice de courts-métrages largement visionné comme Réveillons-nous, Glacier. Elle s'engage dans de nombreux mouvements activistes, la Convention citoyenne pour le climat, Lockdown, aux arbres citoyens. Voilà, donc personnalité intéressante. On a aussi Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur et enseignant qui a été notamment créateur du bilan carbone qu'il a développé avec l'ADEME. Et puis, il est aussi président de l'association The Chief Project, un organisme qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Et il est également membre du Haut Conseil pour le climat. Voilà, lui aussi milite pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour une taxe carbone et pour la production nucléaire civile. D'ailleurs, selon lui, le modèle des sociétés occidentales est voué à la décroissance parce que le système économique qui dépend des énergies qui proviennent essentiellement des combustibles fossiles n'est pas pérenne. Voilà. Et enfin, selon lui, Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, professeur, conférencier, militant écologique, également professeur à l'université Grenoble-Alpes. Donc, lui, il est docteur en philosophie à l'université Paris-Sorbonne. C'est un militant écologiste. Il est ouvertement favorable à la décroissance et lui également débat fréquemment des risques de fondement de notre civilisation industrielle. Alors on a brossé du coup encore là un panorama assez large. Ces 3 personnalités voilà, ont des discours sur l'ensemble des sujets. Mais comment est-ce que concrètement dans l'entreprise on peut, nous, à la sécurité sociale et ailleurs dans d'autres entreprises, mettre en route cette transition ? Concrètement, il y a de nombreuses possibilités, mais déjà, je veux dire que la direction et les RH ont vraiment un rôle à jouer dans cette transition environnementale. C'est important à rappeler. Et pourquoi ? Parce que déjà, pour répondre aux attentes des collaborateurs, qui sont très fortement, pour de nombreux endroits, on le constate, déjà engagés sur ces questions. On a un livre blanc qui est issu d'une collaboration entre AXA Climate, le Lab RH, l'association parisienne, et Page Group,
qui fait ressortir que 91% des salariés estiment prioritaire aujourd'hui la question de la transition écologique en entreprise. Et 64% des millennials refuseraient un emploi en cas d'insuffisance de valeur RSE portée par l'entreprise. Donc, c'est des chiffres qui sont marquants. Et puis plus largement, d'après de nombreux sondages sur les 3 dernières années, on voit que les enjeux environnementaux font quasiment systématiquement partie du top 3 des préoccupations des Français. Donc déjà, par une prise de conscience des directions et des DRH pour l'accompagnement à ces mesures, c'est déjà quelque chose de fort. Alors, un dernier, je vois l'heure, il est 18h25, une dernière slide, et puis surtout pour vous donner quelques exemples concrets ou quelques démarches justement d'application, comme vous le demandiez, de projets qui ont été expérimentés en interne et en externe et qui sont assez intéressants. Et alors, tout d'abord, on s'aperçoit qu'il y a des organismes qui commencent à être certifiés, donc il faut encourager le mouvement. On a la CAF de l'Hérault et la CAMIEG qui sont certifiés par l'AFNOR en reconnaissance de leur engagement relatif aux démarches de transition éco-responsable. On a l'écolab de la CNAM en partenariat avec The Chief Project qui utilise l'outil BGES qui a donc été développé par l'ADEME pour évaluer l'empreinte carbone de son activité. Alors pour un rappel, l'Ecolab, né en 2019, c'est une communauté qui compte à peu près 400 collaborateurs au sein de la CNAM et ces collaborateurs souhaitent travailler et expérimenter des nouveaux modes de consommation éthique dans une démarche collective de transition écologique. On a aussi un autre exemple intéressant, c'est la MSA Picardie qui est certifiée Passivos, qui est donc un établissement, enfin en tout cas c'est le premier du genre, pas un organisme, pas un établissement, un organisme à être certifié au sein de la sécurité sociale, donc en réponse à cette démarche de bâtiment éco-responsable. Et puis on a d'autres initiatives qui méritent et doivent être encore développées. Par exemple, les espaces de travail flexibles et le regroupement de salariés pour réduire la consommation énergétique. On a fait au niveau du CANS un test dernièrement à l'occasion d'une semaine avec 69 salariés. Et on a réussi à diminuer de 34% la consommation de kilowattheures par rapport à la semaine N-1, avec 29% la facture d'électricité entre le mois de décembre 2021 et le mois de décembre 2022, période de test. Donc dans un contexte d'augmentation du prix, vous le savez, du kilowattheure. On a aussi un autre exemple, le recours exclusif dans les achats de commandes externes aux entreprises dont la production est certifiée 100% conçue et organisée en France pour tout ce qui est enjeux sociaux de production locale et diminution de l'empreinte carbone. Exemple de l'entreprise d'ameublement de la CAMIF, où l'origine France est systématique dans l'ensemble de ses activités. Et sur le volet, c'est quelque chose aussi dont on parle souvent, une thématique grand public, sur le volet mobilité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur le volet mobilité, d'autres exemples, on a par exemple pour une mobilité décarbonée, l'incitation au transport collectif, au covoiturage avec des forfaits mobilité durable. L'exemple de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon avec son application de covoiturage. On a aussi la Poste ou EDF ou encore Michelin qui remboursent intégralement depuis 2020 les transports en commun et les frais qui sont liés à l'utilisation de vélos, de trottinettes électriques dans leur trajet domicile-travail. Et un petit focus spécial sur une start-up française qui s'appelle Leur Moto, dont l'objectif est de proposer une solution durable de voitures électriques en actualisant un parc automobile actuel. Au lieu de construire de nouveaux modèles de véhicules, il s'agit vraiment de transformer des anciennes voitures, c'est le Twingo en l'occurrence, en véhicules électriques modernes et confortables pour un prix très accessible en format abonnement téléphonique. Donc voilà, c'est une belle initiative française et il fallait, je pense, aussi la souligner, ce contexte. Merci beaucoup, merci Virginie pour cette dernière présentation, la présentation de cette dernière séquence de notre émission. Si vous avez vous-même des contributions à apporter, encore une fois et une dernière fois dans le fil de discussion, c'est le moment. On va peut-être prendre un tout petit temps pour vous présenter, vous redire peut-être les sujets
des dossiers de veille à venir pour cette année 2023. Oui, là, vous avez eu un aperçu de ce qui bougeait sur quelques thématiques, numérique, écologie. Cette année 2023, ce qu'on a travaillé comme programme avec les caisses nationales, on va aller sur la veille sur des sujets RH importants. Quelles sont les tendances et les réponses qui sont trouvées sur attirer, recruter, fidéliser. Il y aura un dossier de veille là-dessus. L'intelligence artificielle, son impact sur la fonction RH, sur les métiers, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc il y aura un événement sur l'intelligence artificielle de confiance. D'ailleurs, on va écrire très rapidement aux organismes pour vous donner la visibilité sur ces événements, parce qu'il n'y aura pas que des dossiers de veille, il y aura aussi des lives. Le dialogue social à l'ère de l'hybride et du numérique, ça c'est un sujet qu'on nous a proposé, on va regarder ce qui se passe dans les entreprises là-dessus. La santé mentale au travail, un sujet émergent qu'on sent poindre, voilà, que vous êtes peut-être déjà en train de traiter dans les caisses nationales ou les organismes. Donc on regardera là-dessus ce qui est en train de bouger. Et puis la réalité virtuelle, le métavers dans la formation professionnelle. C'est un sujet aussi qui avance bien, donc on fera un point de veille sur le sujet. Voilà un peu les sujets de cette année. Donc voilà, ils sont encore nombreux parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, comme vous le savez tous. Donc voilà, merci de votre attention. On va terminer cette émission, voilà, avec des éclairages rapides en 1 heure sur quelques dossiers. N'hésitez pas, comme Thérèse vous l'a dit à nombreuses reprises, de nous dire voilà, si le format vous convient, parce qu'il y a plein d'autres formats qui sont possibles. Encore merci à tous de votre attention et bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Au revoir.